Tous les samedis à 11h30 sur Radio Côte Caraïbe, l'émission de la Commission diocésaine Justice et Paix avec Dominique Mugerin ou un autre membre. L'Évangile, c'est la vie. Nous parlerons donc de tous les sujets d'actualité, religieux, culturels, sportifs, politiques, économiques. Et si vous ratez les samedis, il va vous passer les jeudis à 11h30. Justice et Paix sur Radio Côte Caraïbe. Pas oublier ça. Bonjour et merci à vous d'être à l'écoute de cette nouvelle émission de la Commission diocésaine Justice et Paix. Dominique Mugerin, avec vous, nous allons aujourd'hui revenir sur ce débat qui a eu lieu à la salle paroissiale du Rézé en compagnie de deux intervenants, Monsieur Franck Garin et Monsieur Raphaël Spéronel. Le thème, nos familles en Guadeloupe, hier et aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites. C'était tellement intéressant, tellement constructif que nous avons voulu quand même ne pas vous diffuser trop d'extraits. C'est la raison pour laquelle cette émission sera partagée en deux volets. Un premier volet où nous écouterons plus spécialement nos intervenants et aussi quelques personnes du public, leurs réactions, leurs questions. Et puis, en deuxième partie d'émission, la semaine prochaine, nous écouterons de nouveau nos intervenants, mais surtout nous écouterons les réponses qu'ont faites les chrétiens qui ont travaillé, qui ont planché sur les questions que leur avait posées justement la Commission diocésaine Justice et Paix sur la famille à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Alors, nous allons tout de suite écouter ce que nous disaient pratiquement dans son intégralité nos deux intervenants, orientés pour cela par notre modérateur, membre lui aussi de la Commission diocésaine Justice et Paix, Robert Valérius. La Commission Justice et Paix a souhaité, après avoir travaillé il y a un trimestre sur le vivre ensemble, travailler sur la question de la famille. Elle est la base de la société. Et nous savons tous que sans famille, il n'y a pas d'hommes ou de femmes debout, d'enfants éduqués. Nous avons voulu nous pencher sur cette question-là, sur la famille en général, mais la famille guadeloupéenne en particulier, puisque nous sommes dans un territoire bien précis. Nous souhaitons justement que nous réfléchissions sur notre famille aujourd'hui, en 2023. Qu'est-ce qu'elle est devenue, quel est son éventuel futur, et cela à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, mais aussi à la lumière du présent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que des spécialistes dans ce domaine, pas dans ce domaine seulement, mais dans ce domaine aussi, puissent réfléchir avec nous, nous aider à voir les chemins qui nous permettront ensuite de transmettre ce que nous avons reçu. Alors nous avons comme intervenant M. Franck Garin qui est ici présent et que je vous demande d'applaudir parce qu'il n'est pas toujours évident de se réveiller un dimanche matin et de venir dire ce qu'on l'on pense dans une communauté. Ça n'est pas toujours aisé. Et l'effort qu'il fait aujourd'hui, comme il l'a fait la fois dernière, mérite que, je dirais, notre reconnaissance par des applaudissements. Va arriver ensuite M. Raphaël Spéronel, il est sur la route. Franck Garin est historien et sociologue et Raphaël Spéronel est psychologue. Alors je vous rappelle que la Commission Justice et Paix est composée de, je donne les prénoms aujourd'hui, de Marie-Annette, Dominique, Jean-Marie, Lucien, voilà. Mais il y a d'autres membres de la commission qui ne sont pas encore présents et je rappelle que la commission est encadrée par le Père Albert Blanchard que tout le monde connaît. Je n'ai pas à le présenter, le Père Blanchard. Oui, merci. Merci. Robert, voilà. Je me prénomme Robert, voilà. Franck, tu as la parole. Merci Robert, merci à tous. Bonjour à tous. Je dois aussi vous dire le plaisir que j'ai à être ici. Vous savez, à chaque fois que dans notre pays, nous avons l'occasion de nous rencontrer, de nous parler, d'échanger, c'est du bonheur. Il y a tellement de gens qui auraient peut-être souhaité être là aujourd'hui, qui ne le peuvent pas parce qu'ils ne sont plus, ils sont empêchés, ou alors
ils sont enlevés de toute vie sociale parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Donc nous qui pouvons le faire, nous qui avons la chance d'être ensemble physiquement et de pouvoir nous parler, et c'est ce qui est important, parler, je crois que c'est ce qui a été donné aussi à l'homme, de pouvoir parler le langage, ce moyen de communication qui permet, ma foi, au bout du compte et au bout de tout, de trouver des solutions pour qu'on puisse partager ensemble le temps qui nous est donné. C'est du bonheur que quand je me réveille le matin et que j'ai le sentiment que je vais faire des choses, je me dis, bon, je vais passer une bonne journée, je vais rencontrer mes semblables. Je fais encore partie de la grande famille, cette espèce de grande société humaine dont nous avons la chance de faire partie et de partager. C'est important tout ça, parce que ce que nous allons nous dire, nous le ferons sans violence, nous le ferons sans jugement, nous le ferons de manière loyale et de manière constructive. Et c'est ce qui est important, construire. On n'a jamais fini de construire. De la naissance jusqu'à ce qu'on soit rappelé, on construit des choses. Mais on peut aussi détruire parce qu'on ne veut pas comprendre l'autre. Et généralement, quand on ne veut pas comprendre l'autre, c'est qu'on ne se comprend pas soi. Nous avons tellement de blessures qui naissent justement de la famille, des groupes sociaux dans lesquels la famille c'est un groupe social, c'est ce qu'on appelle une totalité. Si on veut comprendre un pays, il faut voir comment il vit en famille. Si on veut comprendre quelles sont les aspirations des hommes, chacun pour lui-même et chacun pour tous, il faut voir aussi comment on vit dans les familles. Ce qui pose au départ un problème de définition. Nous avons tendance, lorsque nous parlons, je vais peut-être vous choquer, à dire que la famille, c'est papa, maman, les enfants, les époux mariés. Dans notre pays, il y a plusieurs façons, d'une manière générale, de faire aux familles. Il y a des couples sans foyer. On a même trouvé une espèce de, comment on peut dire ça, on a catégorisé les timoun dewo, ça veut dire les timoun en didan. Donc, cette façon de considérer la famille de manière un peu monolithique comme un bloc, n'est-ce pas peut-être notre premier obstacle dans la manière de comprendre comment devrait-on vivre en famille. Et c'est vrai, il faut sans doute remonter à notre histoire pour comprendre cela. Donc, la famille, une certaine difficulté à la définir parce que nous restons rivés, nous marrer sur une façon de faire famille. Et nous sommes parfois intolérants sur les autres manières de faire famille. Je vous choque peut-être, mais c'est ce que je pense. Mais oui, mon père était un homme marié, comme on dit. Et jusqu'à maintenant, ma mère me dit, ah ouais, on pas de Dieu, on pas de TG, on est un homme marié. On lui dit, mais tu as eu 7 enfants de cet homme marié, et on est tellement content d'être là. Et puis, on est bien ensemble parce que finalement, là où nous habitons, il y a mes 3 frères, il y a mon oncle, elle est entourée de ses enfants, petits-enfants. Et oui, la famille Garé, ben oui, nous sommes une famille. Et on est fiers. Nous pas de l'argent, nous pas de trésor, nous pas de rien, mais nous bien. Nous vivons bien, nous vivons. Et oui. Donc déjà, cette difficulté que nous avons de cerner et qui peut à la limite obscurcir aussi notre conduite. La réflexion ne porte pas sur le modèle qu'on doit absolument suivre. Alors sur quoi doit être porté? Sur les liens, car dans le fond c'est ce dont il s'agit. La famille est une manière de faire lien, c'est une manière aussi de faire lien pour pouvoir transmettre et maintenir une espèce, celle de l'homme, vivre en harmonie. Cela passe aussi parce que dans les communautés, vous appelez la référence à un être supérieur, n'est-ce pas? Mais dans le fond, pourquoi nous là, là? Et pour qu'il nous parler des familles, c'est ce qui doit nous interpeller. Pourquoi nous là, nous ne pouvons pas parler de d'autres bits, mais nous ne pouvons pas parler des familles. Nous ne pouvons pas parler des familles, pourquoi? Parce que nous sommes interpellés. Et par quoi sommes-nous interpellés dans notre société?
et qui, selon nous, a un rapport avec la famille. Et là, en cas de la main, on aura dit, qu'est-ce qui nous interpelle aujourd'hui? L'insécurité. Là, la souffrance. Ensuite, alors on retient insécurité, souffrance, l'éducation. Eh bien, parce que dans l'éducation, il y a un laisser-aller, oui. Un laisser-aller pour les jeunes parents. Et il y a des enfants qui menacent leurs parents. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. En fait, on est interpellé tous les jours par cette question d'éducation. Le manque de respect. Qui ne respecte pas qui? Est-ce que moi-même je me respecte ou permettre à l'autre de me respecter? C'est ça qui justifie le thème d'aujourd'hui, hein. Famille d'hier et nous avons cherché, qui changer en entourant ça et qui a posé nos problèmes. Mais attention à la nostalgie, mais nous pouvons venir à ça. Oui, madame. L'individualité, ça, c'est quelque chose qui peut nous surprendre énormément. Une transmission qui n'est pas faite et les valeurs qui étaient avec transmission là, Charles viré. Manque de dialogue et d'écoute. Manque de dialogue et d'écoute. Croissance de l'isolement et de la solitude, qui sont deux choses différentes. Je retiens. Oui, je dirais qu'il y a une certaine faiblesse de certains parents. En fait, que moi, j'ai autour de moi, quand les enfants demandent quelque chose, tout de suite, ils l'ont. Pourquoi? Pour faire plaisir. Mais ce n'est pas toujours ça. Il faut réfléchir avant de dire oui, vous irez au cinéma et après vous irez au restaurant. Non, ce n'est pas ça. Il faut que maman et papa soient plus attentifs et plus fermes dans les décisions à prendre. D'accord. Ordinateur, moi, je travaille. Non, je disais simplement, nos valeurs, nous avons perdu nos valeurs d'antan. C'est-à-dire que les grands-parents nous inculquent, la maman, passer aux grands-parents pour nous inculquer une valeur. Mais maintenant, nous avons modelé dans une société où il faut tout accepter, où les lois qui viennent n'est pas pareil que le nôtre. Donc on a enlevé nos valeurs et on a enlevé notre éducation. Il faut s'accrocher aux lois. Or, c'est la chose à ne pas faire, comme la dame disait, on est obligé d'accepter. Pas moi, je veux dire, les gens, la société est obligée d'accepter parce qu'il y a cette histoire de... Il faut donner aux enfants et il ne faut pas taper les enfants. Donc automatiquement, les valeurs d'éducation sont différentes, ont changé. Il faut retourner à nos valeurs, retrouver nos repères. Nos familles hier et aujourd'hui. Donc effectivement, on se rend compte qu'au niveau de la famille, ce n'est plus la même chose par rapport à l'évolution aussi de la société, les conditions de vie. Parce qu'il faut savoir qu'avant, la femme était au foyer, elle s'occupait des enfants, il y avait la famille qui était autour. Donc maintenant, on est dans une société, comme on vient de dire, le travail. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Donc ça fait que des fois, on travaille, les deux parents travaillent. Bon, quand on rentre à la maison, c'est des fois compliqué, il y a une fatigue, or les enfants sont là. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose, mais il y a une évolution qui s'est faite. Et il faut s'adapter à l'évolution tout en gardant certaines notions du passé aussi. Mais il faut prendre les deux parce que comme chaque chose, il y a un avantage et un inconvénient. Donc il faut essayer de tirer les deux aussi bien dans l'avenir parce qu'il y a des choses qui sont positives de l'avenir, comme c'est négatif aussi quand on parle de progrès technique et tout, avec les enfants, le portable, si c'est pour revenir et tout ça. Mais en même temps, on en a besoin avec la société actuelle. Et il y a des choses aussi qu'on a perdues, l'individualisme, c'est les enfants, le papa, la maman, qu'avant il y avait vraiment la transmission, il y avait la présence des grands-parents et tout ça. Donc il y a vraiment un lien de famille, il y avait vraiment une coordination et que maintenant c'est l'individualisme et beaucoup de conflits, conflits familiaux aussi, entre l'indivision, les terres, donc c'est un peu difficile maintenant. Donc l'amour, la confiance et c'est vrai que la solidarité, l'entente, l'entraide, l'unité, la transmission, j'ai mis l'éducation, le respect et l'écoute. Alors, moi, j'ajouterais juste une petite chose. Est-ce qu'il n'y a pas le problème là le problème de faire la relation, c'est le problème du pont à faire entre l'ancien et le nouveau. Merci pour vraiment ces interventions, ces avis de grande qualité qui sont inspirés par une belle observation de notre environnement. En fait, lorsqu'on soulève une question, un problème,
pour parler un peu comme les managers, on fait un diagnostic en termes de coûts, avantages, aspects positifs, aspects négatifs, et ensuite on passe à des solutions. Nous sommes pour le moment dans ce qu'on peut appeler le constat. Le constat, il y a à mon avis deux choses. La première, c'est que, qu'on le veuille ou non, la famille épouse le temps. C'est ce qui ressort de tout ce que vous avez dit. Elle n'a pas disparu. À aucun moment, il n'y a eu de remise en question du concept. Et d'ailleurs, j'ai lancé comme ça une flèche tout à l'heure. Pour moi, ne pas répondre, moi, je laisse biter moi-même. C'est qu'on admet chez nous qu'il y a diverses manières de faire famille. Et qu'il n'est pas forcément, comme on dit dans les sciences sociales, la famille nucléaire. Donc il y a plusieurs manières de faire famille. Ce que vous retenez, ce sont ces liens-là qui permettent de tisser, qui permettent de consolider cette famille, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Donc ça, c'est un acquis dans la discussion. La deuxième chose, c'est que nous avons sans doute conscience, ou est-ce que vraiment, ça c'est le psychologue qui va le dire, de la conscience, qu'en réalité, on a quand même conscience qu'il y a à l'intérieur d'un modèle traditionnel en voie de disparition des choses à prendre pour construire. Et c'est ce qui est important. On n'est pas à rejeter. Troisième chose, j'en ai dit deux, mais il y a une troisième. C'est qu'à aucun moment, vous n'avez évoqué les richesses et les merveilles de nos familles. Ah, ça m'a de le faire. Bon, mais d'accord. Zobay, cogné. D'accord, mais très bien, voilà. Mais vous savez, quelque part, pardonnez-moi, je fais juste une parenthèse et puis on va demander à Raphaël de réagir sur tout ça. Vous savez que c'est une tendance bien de chez nous à toujours mettre en avant ça qui n'est pas bon. Ah, ni de côté, il y a dit nous forts, nous vaillants, il y a ça l'estime de soi. Société, nous avons un problème avec ça, hein, quand même. Hein. Ah, ben c'est de ma faute, ben d'accord. Juste pour terminer, on n'est pas, c'est très bien, vous voyez, c'est du bonheur, hein, ça. Que de pouvoir parler, échanger, nous parler, ça belle ça va belle ça. Ah, tout ça formidable. Alors merci de m'avoir invité, Robert et tout. Voilà, et toute la commission. Non mais c'est formidable. Et je reviens, et c'est un petit peu la transition, hein, sur cette tendance que nous avons. Alors, des gens disent c'est parce qu'on est négatif. Mais je crois aussi quelque part que c'est parce que nous aimons la perfection. Ma mère dit quelque chose. N'allez pas répéter ça, hein, à la malheureuse. Guadeloupe, il y a un couillonnade, mais il y a un bébé sérieux. Voilà. Et ce goût de la perfection fait que nous avons toujours un petit détail. Oui, mais si vous êtes tourné comme ça, en cas de matouba, pas vrai à la, mais maman, quoi, c'est matouba, ouais, mettez bien, oui. Voilà. Mais on est comme ça, heureusement d'ailleurs. Et je pense que ça prouve aussi notre grande humanité lorsque nous recherchons à être parfaits. Alors on peut interpréter ça de diverses manières par rapport à l'histoire. L'histoire, effectivement, a fait accoucher dans notre société une forme de famille qui, ma foi, où on a distribué les rôles. Les rôles étaient distribués dans la famille traditionnelle, et je vais aller vite. Elle reposait sur le socle du contrat, un contrat tacite, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas écrit. L'homme, c'est celui qui va, voilà, bail timonaï bre et bail manger. D'ailleurs, un enfant reconnaissait pour père, c'est la mère qui faisait reconnaître pour le père. Papa pas tika dormi à case, mais il occupait de nous. Il était capable de nous bre et manger. Et beaucoup de conduites féminines découlaient un petit peu de ça. Bien, la femme, celle qui faisait tourner les choses. Allant jusqu'à dire, en qui fait papa au bas de corriger. Voilà. En tout cas, elle avait toutes les manettes. Voilà, toutes les fonctionnalités du portable, c'est qui tenait.
Les enfants étaient éduqués à obéir. À obéir. Car c'était ça la distinction. La distinction a peut-être changé. C'est la manière que l'on a de s'approprier des choses pour pouvoir surenchérir sur l'individualisme dans laquelle finalement cette société mondialement est arrivée à nous mettre. Mais la distinction, c'était l'éducation. On nous avait appris à l'école un poème de Damas. Ma mère voulant d'un fils mémorandum, vous n'avez pas salué voisinette-elle, le pain, etc., etc. N'est-ce pas? Donc, il y avait effectivement une division sexuée du travail. Je veux dire par là tout simplement que les filles s'occupaient de l'en-dedans. On arrivait dans les familles, on voyait un emploi du temps, mardi, vaisselle, un tel bité, on a fait correctement. Et les garçons dans l'en-dehors. Peut-être qu'à guerre votre fille, c'était exceptionnel. Hein? C'était petit bout, t'es qu'à démarrer bœuf, t'es qu'à pas cochon manger, etc., etc. Bon, parfois, c'était mélangé, mais généralement, c'était comme ça. Et il y avait une certaine harmonie, parce que cette société-là, elle est née de la survie. Pour que le groupe puisse survivre, c'est quand même terrible, hein, quand on sort d'une société comme ça, où l'enfant, la femme, le père appartenaient à un autre. Il faut sortir de cette société-là. On fait un petit jardin, on vend des choses et pour pouvoir racheter sa liberté, puis celle des autres. C'est pas tellement loin ça. On nous dit, ah, pas parler de ça, c'est bien passé. 1848, 1948, ça fait 100 ans. Il y a dans nos mondes qui fêtent avant 1948 et monde qui fêtent légèrement après quand même. Hein. Ça pas loin ça. Et nous voulons que ça disparaisse, blip, un seul coup. Donc arrêtez d'éviter Adam. Car rester dans cette manière de faire famille, des choses qui nous ont marqués. Il arrive, à partir des années 60, de profondes mutations. La rénovation de Pointe-à-Pitre, où le mode d'habiter va changer. J'ai oublié de te dire que dans cette famille traditionnelle, eh bien, elle est élargie. Tout le monde a un droit de regard sur ce que fait l'enfant. C'est ce qu'on appelle le contrôle social. On contrôle tout le monde qui a contrôlé. En qui dit maman, c'est un petit monde. Et puis la grande sœur, l'aînée, qui est aussi la marraine des petits, etc., à qui on transmet un certain nombre de choses. Mais cette façon de faire famille, elle est née de la survie. Le groupe ne doit pas disparaître. Et pour ne pas disparaître, il faut trouver les moyens. Chaque monde a un rôle. L'enfant est un acteur. L'enfant n'est pas finalement un objet par lequel on se distinguera de façon matérielle. Au contraire. Mais Franck, oui. Nous pouvons aller plus loin, je suis là. Nous pouvons même aller plus loin dans la question d'éducation, là, comme on dit un peu élargie. Quand nous voyons des fois, dans des familles, nous voyons à l'époque, famille, nous voyons à marraine. Bien sûr. Pour éviter. Mais bien sûr. Quand vous voyez à marraine à nous, pour marraine à nous, éduquer nous, peut-être parce que marraine n'a ça, si vous ne pas connaître moi. Si au niveau social, ignorant social, donc il peut-être fait nous parler de Thibaut. Ou alors elle n'avait pas d'enfants et elle élevait d'autres enfants de la famille, de sa sœur ou d'une parente. Donc cette façon, mais tout ça aussi, j'appelle ça l'instinct de survie d'une société. Pour ne pas disparaître. Chaque monde a un rôle, chaque monde a, et toutes les solidarités qui naissent derrière, etc. Donc on ne va pas refaire ce que vous savez mieux que moi. L'idée, c'est de dire que la famille épouse le temps, ce temps de la survie va générer, va entraîner, va créer une manière justement d'établir des liens dans la famille. Alors bien évidemment, si l'élément de distinction reste l'enfant, puisque à ce moment-là, ou qu'a réussi dans la vie, c'est Timoun a réussi dans la vie. D'accord? Et la ménagère est heureuse, celle qui coupe les cannes, ça il a travaillé pour là, il est content effectivement de dire à Kazaï, il y a un médecin qui sorti là, il y a un assistant qui sorti là, il y a un fonctionnaire qui sorti là. Appelez-vous la chanson de Kassav, en voulant fonctionnaire. Si nous en sommes aujourd'hui à discuter de la famille, à chaque fois, ces mots-là, je ne les ai pas notés, mais je les ai imprégnés comme ça dans ma tête. Éducation, rapport aux parents, enfants, etc. Nous sommes questionnés aussi par le devenir de nos sociétés. Nous avons le sentiment que nos enfants nous échappent.
que c'est le filtre par lequel la société, vous avez beaucoup parlé de transmission, mais on ne transmet pas que la vie, on ne donne pas que la vie, on transmet un certain nombre de valeurs qui permettent à une société de se stabiliser. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes interpellés par la survie même de notre société. Qu'est-ce qu'on Guadeloupéen demain? C'est pas par hasard qu'on se pose la question de la famille. Et à travers elle, ce qui revient souvent, et c'est ce que vous avez dit, le rapport aux enfants, les rapports parents-enfants, l'éducation, ce qui a changé, etc. Mais nous avons ce réflexe de dire, mais attention quand même, nous pouvons ouvrir comme avant, hein. Parce qu'avant, c'était mon agopier, mon pépelle, c'était mon bobo, si mon a fait des sauts cacavé, etc. Et si mon qui était malnutri, si mon a gros ventre, on peut pas, hein. À partir des années 60, disais-je donc, et j'en aurais terminé sur ça, il y a une société qui commence à se transformer. La rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, la manière d'habiter change, les lacs, il y a plein de choses qui disparaissent. Il y a, on s'installe sans le comprendre, sans le vouloir. Et est-ce que c'est sans le vouloir? Je me pose la question. Dans une société où on va consommer de plus en plus vite. Le premier prix unique ouvre ses portes en juin 1960. Le premier Boeing arrive en mai 1960. Et bien, il y a des parties aussi. Hein. Et il prend ballon. L'usine qui a fermé portail. L'usine, c'est environ 80 emplois directs et indirects. Hein. Multipliez ça par la quantité d'usines à sucre que vous avez. Et vous voyez ce qui constitue le nerf même de l'économie du pays et donc de sa stabilité. Donc, son société qui prend ballon, au point que nous sommes à nous dire, mais ça évite, hein, jusqu'à ce qu'à partir des années 80, on s'installe dans la mondialisation à présent. Et je crois que le plus bel exemple, c'est quand vous avez du côté de Despélan là, où on dit, tout le monde est ici, c'est ça? C'est un truc comme ça? Tout le monde est. Comment est-il fort ça, fort parole là, ça? C'est chargé de symboles. C'est chargé de symboles. Tout le monde est ici. On est interpellé par ça, d'où effectivement notre questionnement global sur effectivement nos familles hier et aujourd'hui. Nous en sommes à nous dire, parce que nous sommes lucides, mais dans le fond, les êtres ne vivent pas seuls. Il faut qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait du lien. Donc, comment faire pour que cette société-là, qui est la nôtre, ne disparaisse pas? Et c'est pour cela, nous avons mis toute force en nous, si la famille, nous pas questionner nous sur les manières de faire aux familles, nous avons plutôt dit qui gens les familles qui permettent la société guadeloupéenne d'exister. Voilà pour moi le fond du débat, le fond de la question. C'est là où nous en sommes. Et c'est pour ça que notre présence ici, je crois qu'elle est importante. Je ne sais pas si on repartira avec des réponses définitives, mais en tout cas, le fait de se questionner et d'aller essaimer ce questionnement-là un peu partout, c'est pour moi une chose positive. Et Raphaël, certainement, vous en dira davantage. Franck Garin a ouvert des pistes. Il n'y aura peut-être pas de solution définitive. L'important, c'est que nous ayons dans l'esprit qu'il y a des pistes qui sont ouvertes, qui nous permettront de réfléchir. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Pour ceux et celles qui prennent l'émission maintenant, je rappelle que vous êtes avec moi, Dominique Mugerin, dans l'émission de la Commission diocésaine Justice et Paix. Nous étions au Rézé, à la salle paroissiale du Rézé, pour ce débat organisé par la Commission diocésaine Justice et Paix sur nos familles guadeloupéennes hier et aujourd'hui. Débat animé par Robert Valérius, membre de la Commission diocésaine Justice et Paix, avec comme invité Monsieur Franck Garin que nous venons d'entendre et Monsieur Raphaël Spéronel que nous allons écouter dans un instant. Je vous remercie d'applaudir Raphaël Spéronel qui a aussi fait l'effort de venir nous rencontrer avant de passer la parole. Je ne vais pas présenter Raphaël Spéronel comme je ne vais pas présenter Franck Garin. Bonjour tout le monde. Ce que j'ai écouté, ça a déjà épuisé tout ce que j'avais envie de dire. Donc je ne voudrais pas répéter, mais juste peut-être prendre 2 ou 3 points pour ajouter mon grain de sel à ce que disait Franck. On est au cœur d'une problématique, et quand je dis on, c'est vous. Alors vous à 2 niveaux. Vous en tant qu'individu, chacun d'entre nous, en tant que personne, en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, en tant que femme, et vous en tant que nous,
société. Et il faudra qu'on trouve une synthèse entre tous ces différents éléments, parce qu'il est clair pour vous comme pour moi que ça ne pourra pas continuer comme ça. Et c'est surtout ça le problème. Le problème, c'est pas le passé, et c'est pas la lecture du passé. Le problème, c'est comment on va se projeter en devenir, en conscience, et comment on va s'engager, s'impliquer nous tous dans ça. Il y a quelque chose d'important qui a été dit dans les constats. J'ai peut-être insisté sur un constat qui a été dit en filigrane, mais que je vais reprendre, parce qu'il est très important. C'est le rapport entre l'espace et le temps, l'environnement et le milieu. L'environnement, c'est la société globale et locale, et le milieu, c'est la famille. Il y a un auteur qui a dit « Le regard porté sur l'environnement en fait un milieu ». Ça veut dire que la famille, c'est tout à la fois l'environnement, dans un rapport interactif, dans un rapport de codépendance. J'ai la famille qui correspond à mon environnement, et j'ai l'environnement qui correspond aussi à la famille que j'ai faite. Il y a peut-être 3 notions que je voudrais reprendre, elles ont été dites, et qui sont fondamentales. La première chose, partons des années 80. La Guadeloupe a plus changé entre les années 80 et 2023 que les 100 années auparavant. Ce qu'il faut comprendre. L'accélération a été fulgurante, elle a été brutale, elle a été totale. Et elle a été plus rapide que nos capacités mentales à comprendre ce qui allait se passer. Et les années 80, c'est hier, hein. On n'a même pas essayé de s'adapter ou quoi que ce soit, qu'on était déjà pris dans autre chose. Et beaucoup d'entre nous, par rapport à nos enfants, par rapport à la famille, on a un petit peu décroché. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette évolution, elle a été dans tous les domaines. Elle a impacté tous les domaines de la vie quotidienne, et c'était d'autant plus important pour nous que nous sortions d'un temps qui était marqué par la précarité, par la survie, par l'exigence de s'en sortir, et à côté de ça, une société de consommation qui nous a proposé des schémas de réponse dans lesquels nous sommes tous rentrés, bien sûr, parce qu'ils apportaient des sécurisations là où auparavant on avait des incertitudes, on avait de la précarité. Et donc, par rapport à la famille, mais ce n'est pas que la famille, hein, tous les concepts traditionnels, tous les concepts classiques ont explosé d'une part, et d'autre part ont implosé. Ça veut dire ont explosé, ça veut dire que la famille, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit naturelle et tout, il n'y a plus aucun rapport aujourd'hui dans la définition structurelle de la famille et dans ce qu'il y avait avant. Quand on parle de famille, maintenant de famille, on parle de famille décomposée, famille recomposée, unis ceci, unis cela, pax, homoparentalité, homo ceci, homo cela. Vous dites clair, ça a toujours existé, hein, mais pas dans la définition dans laquelle c'est aujourd'hui. Et donc, la première chose, c'est cette explosion physique de la famille qui fait qu'aujourd'hui, le couple qui est à la base de la famille est lui-même en explosion. Qu'est-ce qui fait couple? Est-ce que c'est homosexuel? Est-ce que c'est la parentalité, etc. Donc vous vous rendez compte que c'est bien difficile à saisir. Ça, c'est pour la notion explosion énergétique du fait de cette évolution. Et la deuxième chose, c'est l'implosion. C'est tout ce que vous disiez sur les familiarités, la transmission des messages, sur les valeurs, sur les solidarités, donc les composantes, les productions internes de la famille, la fratrie, la fraternité, ces dimensions-là ont implosé. La famille d'aujourd'hui n'a rien à voir. Et il faut le comprendre. Il faut savoir ce qu'on veut, nous maintenant, quel monde on veut construire, et pour aussi savoir ce qu'il faut garder des valeurs dites d'hier, et qu'est-ce qu'il faut promouvoir par rapport au temps moderne. Nos gamins aujourd'hui ne sont pas ceux d'avant. Mes enfants n'ont pas jamais cherché à manger pour lapin, pour cochon, pour quoi que ce soit. On n'a jamais souffert pour travailler. On a toujours été à l'école, dans un schéma de partage avec les parents, dans lequel les parents faisaient tout, ce qui n'est pas vrai pour la génération d'avant moi. Et donc, comprendre cette explosion, comprendre cette implosion, comprendre cette accélération du temps, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui l'incertitude a changé de camp. L'incertitude n'est plus dans l'économique, n'est plus dans la survie, n'est plus dans le pot et manève, n'est plus dans bail coco pour savon. L'incertitude maintenant, elle est dans les têtes, elle est dans les modèles, elle est dans l'avenir. On n'a plus peur du passé, on a peur de l'avenir et de ce qui va advenir. Sauf que la différence, c'est que le passé, on le subit, il est ce qu'il est, on ne peut que le dépasser, alors que l'avenir, c'est à nous de le construire. Et c'est pour ça que je suis content d'être avec vous, parce qu'il y a un contrat entre nous
même si on ne se connaît pas tout le temps. Et ce contrat, c'est un contrat implicite, nous-mêmes en tant que Guadeloupéens, mais un contrat aussi explicite en tant qu'acteurs allant s'engager dans l'avenir. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce sont des gens qui s'impliquent. Je n'ai pas de vérité. Je suis effectivement exactement, et j'aime beaucoup intervenir quand mon cher ami est là, nous n'avons pas de vérité. Nous avons un discours. Nous avons une manière de lier les événements, de lier les choses, afin de retrouver un sens, là où pour beaucoup d'entre nous, il y a du contresens, il y a du sens perdu. La vie, c'est derrière, vers l'avant. Le temps, c'est comme ça qu'il va. C'est devant qu'il va. Donc, ce n'est pas la peine de perdre un paquet d'énergie pour lutter ou préserver des choses qui manifestement sont dépassées. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas dire aujourd'hui, parce que nous sommes debout, parce que nous voulons être verticaux, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas dire aujourd'hui à quelle sauce on veut être mangé. Qu'est-ce qu'on veut? Qui est papa? Qui est maman? Qui est la place de l'enfant? Et où est sa place? Et qu'est-ce que je veux que mon enfant soit dans une société qui est peut-être plurielle, dans une société qui est complexe, mais dans laquelle je suis un acteur. Je ne suis pas simplement un spectateur qui regarde passer les choses. Et dans ma famille, dans ma maison, dans mon foyer, les choses se passent comme je le veux. Non pas de manière arbitraire et totalitaire, de manière négociée, bien sûr. Il y a une notion que les juristes ont beaucoup, que j'aime beaucoup. La manière dont les choses se passent chez moi, c'est le concept d'endettement mutuel. C'est donner, recevoir. Je donne et je reçois. Pas d'ingratitude, pas de situation dans laquelle tu estimes que tout est acquis ou à Kazao qui dit non, pas à Kazao. Ou à Kazao, là, ok, ni Kazao, ok, ouais, ça, ok, fait. Et en attendant, ça se passe comme ceci, comme cela. Et le partage se fait par la parole, par l'amour et par l'acceptation. Parce qu'à aucun moment, je te nierai en tant qu'enfant. À aucun moment, je chercherai ta disparition, ta mort ou quoi que ce soit, parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille. Mais je veux que tu me respectes, parce que c'est le premier pas pour respecter la vie, la société, le développement. Donc la famille a évolué, la famille a explosé, la famille a implosé, et nous, au milieu, on a perdu nos repères. Ce sur quoi on s'accrochait, les valeurs sur lesquelles on s'accrochait, c'est pas que les valeurs ont disparu. N'ayez pas peur, hein, mais elles s'expriment de manière différente. À l'époque, c'était bonjour papa, bonjour maman. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Maintenant, c'est toute la papa. Bim! Why not? Ça me dérange pas. Mais il y a d'autres choses aussi. Avant, je savais tout. Aujourd'hui, quand mon téléphone, dès qu'il y a le moindre problème, ma fille, dès l'âge de 4 ans, réparait mon téléphone pour moi. Hein, parce que j'étais dépassé. Je savais comment appeler, recevoir, mais c'était tout. Hein. Dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas changer un logiciel, je lui demandais, on l'a apprendre. Parce que c'est son objet, c'est sa modernité, c'est son temps. Je ne suis pas fâché contre ce temps. Je ne suis pas fâché contre elle. Là où elle est bonne, elle est bonne. Elle est dans sa logique, elle est dans son truc binaire. Moi, je ne suis pas dans le truc binaire. Peut-être un mandat tellement compliqué que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, la seule chose autour de ce débat que j'ai envie de faire, réamorcer la pompe du désir. Parce qu'on parle de l'amour, mais avant l'amour, il y a le désir. À savoir, qu'est-ce que vous voulez faire de vous? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre famille et de vos enfants? Et ensuite, l'amour comme moteur pour permettre au désir d'accomplir votre rêve. Parce que toute famille est un rêve. C'est un rêve individuel. J'ai rêvé ma famille, j'étais tout petit, je ne savais même pas ce qu'elle allait devenir. J'ai essayé de la concrétiser. C'est un rêve de société et c'est un rêve de civilisation. Or, sur le plan individuel, sur le plan de société, sur le plan de civilisation, on est mal. On est mal parce qu'effectivement, la mondialisation a tout bousculé. Les gens ne savent pas s'ils sont européens, s'ils sont français, s'ils sont américains, s'ils sont africains, s'ils sont indiens. Ils n'ont pas connaître ailleurs. Ils ont perdu. Ce n'est pas une question d'identité. Hein. Ils savent d'où ils viennent, mais ils ne savent pas où ils vont. L'identité, elle est bonne, elle est ancrée, mais l'appartenance, c'est à eux de tous côtés. Non, je suis guadeloupéen. Ça veut dire quoi? Bien sûr, je suis citoyen du monde. Je veux bien revendiquer cette position de citoyen du monde. Mais je suis citoyen du monde, mais mon nombril est planté ici. Et je suis citoyen du monde à partir de la Guadeloupe. Je voyage énormément, mais je reviens toujours ici parce que c'est la bique à main accrochée. Et le reste, c'est un aller-retour et c'est pas un problème. Et c'est à partir de mon expertise, à partir de mon identité guadeloupéenne que je lis le monde et que je le mets en partage.
Je suis psychologue de la Sorbonne, mais je suis bon, ok. J'ai appris tous les grands titres, les grandes lectures, les grands auteurs de partout, les Grecs, les Latins, les Allemands, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est comment ça m'a enrichi dans ma définition guadeloupéenne, dans mon identité guadeloupéenne, et comment j'arrive à faire le mixte pour pouvoir vous proposer une rencontre, une discussion dans laquelle on se retrouve encore et dans laquelle on s'enrichit mutuellement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est capable de nous enrichir. Et il y a un auteur, et je finirai là-dessus, que j'aime beaucoup, qui montre bien le débat actuellement qu'on a dans cette société de la diversité, de la pluralité, dans lequel le un et le nous deviennent difficiles à cerner. Je crois, cet auteur s'appelle Umberto Eco, il est mort récemment, et il disait « Celui qui te menace est aussi celui qui te construit ». Le monde n'est pas facile, le monde n'est pas clair. Mais ce n'est pas le monde qui vous fait, c'est vous qui faites le monde. Donc, debout, et à partir de cette position verticale, osons voir ensemble dans la même direction et osons construire ensemble le cheminement pour nous permettre d'arriver au but que nous nous sommes assignés. Et le but que nous nous sommes assignés, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est le bonheur. Sauf que chacun a sa manière d'y arriver, que le soleil brille pour tout le monde, mais que chacun a son rayon. C'est le même soleil pour tout le monde, mais les rayons sont un peu différents. Même dans une Guadeloupe bouleversée, même avec des enfants qui de plus en plus nous posent questions, nous interpellent, je ne perds pas espoir. C'est pas que je sois complètement en l'air, c'est que je sais que n'importe quel gamin, je vais le voir, je vais pouvoir lui parler. Si je peux lui parler en ayant force, et s'il accepte d'échanger avec moi, même si au début c'est pas si facile que ça, parce qu'il est encore plus rebelle que moi. Mais quand je comprends sa rébellion, il n'est pas rebelle parce qu'il est en soi-même, ou pour vivre ailleurs. Que tu ne peux pas être rebelle, tu n'as encore rien vécu. Peut-être qu'il est rebelle parce qu'il attend de moi des directions, une orientation que je n'ose pas lui donner parce que moi-même je ne sais pas ce que je veux. Commençons-nous en tant qu'adultes de savoir à peu près dans quel sens. Alors sens c'est deux choses, c'est sens direction, où on veut aller, et sens signification. Clarifions ça déjà pour nous-mêmes. Où est-ce que je veux aller? Comment je veux aller? Avec qui je veux aller, pour pouvoir communiquer de façon authentique avec nos enfants. Il ne s'agit pas de dire une vérité révélée, il s'agit de dire aller dans l'ordre actuel des choses, dans l'état actuel des choses, mais c'est ça que moi en voulais. Mais j'accepte que demain ou après-demain, je change de parcours, ça ne me dérange pas du tout. J'accepte de me remettre en cause, mais amène-moi des éléments, et c'est ça le dialogue, pour qu'on puisse discuter. Ce n'est pas une guerre entre les sexes, ce n'est pas une guerre entre les parents, ce n'est pas une guerre avec les enfants. Il y a surtout que maintenant, il y a un brouillage énorme, fait par cette modernité, fait par cette instrumentalisation du bonheur, cette instrumentalisation de la vie. On fait comme si le bien-être matériel, les choix matériels, les choix instrumentaux, les choix fonctionnels, on faisait comme si ça suppléait la substantifique moelle, l'identité, l'être. Restons au niveau de l'authenticité de l'être, communiquons avec les gens comme on peut. Il y a une dame là-bas qui disait ça tout à l'heure. Si on ne paie pas, on ne paie pas. Tu veux un portable iPhone, je comprends, c'est super. Tu veux des chaussures Nike, c'est super, mais je ne peux pas. En qui dit ou qui dit, on ne paie pas. Point barre. Alors sur le coup, tu vas ravaler, tu vas comprendre et tu rentres dans la vraie vie. Merci. Nous vous pouvons applaudir Franck Garin et Raphaël Spéronel. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Si vous prenez l'émission en cours, je vous rappelle que nous étions à la salle paroissiale du Rézé pour ce débat sur la famille guadeloupéenne, hier et aujourd'hui, avec comme intervenants messieurs Franck Garin et Raphaël Spéronel. À la dernière formation, il y a quelqu'un qui avait dit « Bon Dieu, j'abandonne nous toutes. C'est nous qui pour chercher, trouver et pas chercher pour veiller. Bon Dieu, j'abandonne nous toutes. Et j'abandonne nous c'est là. Parole d'espoir. Parole de construction. Donc paroles qui font que c'est nous aujourd'hui qui sommes au premier plan pour faire l'avenir. J'aime bien cette parole de Eco. Et tu me l'as fait monter dans le crâne encore, Raphaël. Celui qui nous menace, c'est aussi celui qui nous construit. Et ça, c'est une parole belle. Donc, s'il vous plaît, bon, si vous avez des questions à poser à ces messieurs à côté de nous, vous pouvez leur poser des questions avant que nous passions aux questions que nous vous avons posées. Oui, moi c'est Richard Arnolin, donc je viens de la paroisse de Sainte-Rose de Lima.
Alors, il y a quelque chose qu'on a abordé, mais que je voudrais bien des précisions. C'est l'éducation précoce. Moi, je garde cette impression. Moi, j'ai été élevé à la campagne avec ma grand-mère. Elle m'emmenait au jardin. Et quand elle avait une roue, je voulais de cette roue pour travailler. Quand elle avait la fourchette, la bêche, eh bien, c'est ce que je voulais aussi pour travailler. Beaucoup de parents, par exemple, à la cuisine, ne veulent pas que les enfants cassent les assiettes ou cassent ce qu'il y a. Mais je crois aussi que c'est à ce moment-là qu'il faut donner le sens de la vie aux enfants. Peut-être dès l'âge de 2 ans, 3 ans, c'est à ce moment-là que la famille doit se réserver le temps pour pouvoir former son enfant. Alors, effectivement, il faut que cette famille-là ait la capacité de réfléchir sur son rôle. Est-ce que c'est une famille qui a fait volontairement des enfants avec amour en disant que ces enfants-là, eh bien, je vais assurer leur bonheur? Je ne sais pas. Peut-être que ces enfants sont venus comme ça et on n'a pas pris le temps de réfléchir sur ce que nous voulons faire. Mais pour moi, l'éducation précoce, c'est ça qu'il nous faut. Dans ce monde actuel, je crois qu'il est encore possible de faire passer quelques idées traditionnelles de notre éducation. Bonjour, je suis Jacqueline Esnard de la paroisse Immaculée Conception. J'aimerais juste une précision. Quand vous dites que celui qui nous menace peut nous... Ben voilà, j'aimerais une petite explication. Non, c'est une phrase, c'est toujours pareil, c'est des phrases un peu sibyllines, très symboliques. Il faut comprendre en sortant du côté la phrase elle-même et accéder à la dimension symbolique. Une chose, il y a toujours la chose, son image et sa représentation. Et à ces 3 niveaux-là, nous avons des codes qui nous permettent d'accéder à ces 3 niveaux-là. Vous voyez quelqu'un marcher, vous pouvez dire « Ah mais ce monsieur est fatigué ». À partir de quoi vous voyez ça? Parce que vous analysez sa marche, vous voyez qu'elle est peut-être un peu claudicante, qu'elle est un peu ceci, un peu cela. Donc, celui qui te menace, celui qui te fait peur, qui apparaît pour toi comme le diable, celui qui est pour toi comme le danger, soit tu fuis, soit tu te caches, soit tu mets ta tête dans le sable, soit tu oses faire face, d'affronter. Pardon? On affronte. Et donc, à partir du moment où tu rentres dans une démarche positive, ne confondez pas gourmet et conflit. Toute bite n'est pas gourmet. Je ne suis pas d'accord avec vous, on n'est pas d'accord avec vous, on peut discuter, mais ce n'est pas un gourmet. Mais c'est un conflit, mais c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'à travers cet échange-là, je vais préciser mes positions, tu vas préciser la tienne, et on va essayer d'arriver vers un consensus en s'enrichissant mutuellement. C'est très difficile en Guadeloupe. J'ai fait pendant des années de la gestion de conflits. Ici, on reste bloqué sur des positions de principe, on reste bloqué sur des représentations, on a du mal à dépasser des situations de conflit. Mais d'une manière générale, écouter l'autre, interpeller l'autre, c'est en même temps s'écouter soi-même, s'entendre soi-même et parvenir ensemble à construire un consensus. Juliette Tichy, paroisse de Sainte-Rose. C'est vrai que ce thème-là, c'est le thème absolu pour avoir mal à la tête. Parce qu'on sait très bien que le thème de la famille, c'est vital. Ça remue. On est tous interpellés parce qu'on sait très bien que chacun d'entre nous, là, on a des familles, alors que tous, on rêve de faire une famille. J'ai vu venir tout de suite cette impression de conflit de génération sur certaines interventions, parce qu'on a souvent l'impression, parce que quand je regarde la majorité des personnes qui sont dans la salle, je ne vais pas dire que nous avons tous des cheveux gris, mais nous avons quand même une génération qui a vécu peut-être cette fameuse transformation. Moi, j'étais de la ville, j'étais intéressée par la ville et j'étais des quartiers populaires d'où je suis né. Nous avons pris tout ce que nos parents nous donnaient parce qu'on savait on sentait qu'ils avaient il fallait réussir, il fallait, bref. On ne va pas revenir en arrière, comme disait, je sais plus, M. Garin, la nostalgie, elle ne va pas nous aider à avancer. Surtout que c'est nous qui, quelque part, sommes porteurs de cette situation actuelle. Et je veux quand même attirer l'attention. Oui, les parents d'avant, les enfants, ils étaient qu'à en bois, ils étaient qu'à faire ci, ils étaient qu'à faire ça. Les familles composées, décomposées, recomposées. Monsieur Spéronel, au niveau de ces enfants-là, il n'y a pas eu de blessures. Des enfants qui ont 60, 70 ans maintenant, il y a des blessures dont on ne parle pas. Et ce sont ces générations-là qui actuellement sont parents
et qui ont transmis ce qu'ils ont supporté. Donc, je veux bien entendre que la jeunesse d'à présent, elle fuit, elle est ci, elle veut portable, elle veut ci, mais nous-mêmes qui sommes arrivés avec nos blessures, parce qu'il ne fallait pas parler de ça, on n'avait pas de psychologue, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça, les enfants qui ont subi des violences, des non-dits, il y a beaucoup de non-dits dans nos générations. J'ai une famille autour de moi, décomposée, recomposée, transcomposée, on paye cash cette relation. Et vous pouvez venir avec toute votre évolution, parce que nous, on lit, on se renseigne, on fait des sions, mais tu as des endroits où tu ne peux pas mettre le nez, tu ne peux pas mettre le pied, parce que la blessure est tellement profonde qu'on te dit tout de suite, halte là. Alors donc chaque personne a grandi, on est content, on est bien, mais quand tu touches bien du doigt, tu sens bien qu'il y a un nœud qui n'a pas été dit. Et on ne peut pas arrêter le progrès. J'ai une émission que je regarde avec plaisir et que je vous invite à voir, Rendez-vous en terre inconnue. C'est où tu touches vraiment l'humanité dans toute sa simplicité, avec toutes les valeurs auxquelles toutes les sociétés rêvent, mais au bout du compte, on sent quand même dans ces sociétés l'appel du large. Bonjour Madame Carlet, de Petite Communauté du Moule. Alors, je voulais vous dire, Monsieur Spéronnet, ce que vous avez répondu à la dame. Moi, je suis de la génération 60. La phrase qui ne change pas, qu'on veut changer. Et elle continue. Un ennemi n'est jamais un ami. Dans nos têtes, on a mis un ennemi n'est jamais un ami. Donc cette phrase-là, tant que ce n'est pas parti, il faut comprendre aux gens qu'il n'y a pas d'ennemi en fait devant nous. On est juste différents, et bien on ne peut pas arriver à se comprendre. Autre chose, je voulais vous demander, comment comprendre un enfant roi? Ce mot enfant roi, j'aurais aussi aimé que les familles guadeloupéennes le changent ou simplement ne l'utilisent pas. Un enfant, c'est un enfant doit rester un enfant. À la dame qui disait elle a dit une partie de vérité, mais il y a une chose que je ne suis pas d'accord. Les enfants, c'est mon constat, ce n'est pas le constat d'autres personnes. Elle dit que les enfants, maintenant 70 ans, on voit ce que les gens ont vécu à 70 ans. Madame, j'ai été élevée par ma maman, 7 enfants, sans papa, sans beau-père. Elle a 85 ans. Alors, je ne dis pas que je suis meilleure, mais les 7 impartis, les 6 sont là et ils sont bien ancrés dans l'éducation qu'on leur a donnée. Et leurs enfants, elles veillent au grain que ces petits-enfants restent sur le bon chemin. On n'a pas d'argent, on n'a pas de villa. Je suis même en location. Mais l'amour qu'elle appelle le dimanche, déjà, je suis déjà mal placée, je devais être déjà en famille. Donc le dimanche, automatiquement, on doit venir vers elle. Ensuite, moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'avant, les enfants de personnes mariées, monsieur, madame, où il y avait une famille, où c'est pas recomposé une famille entière, où le papa peut-être a un enfant dehors, mais les enfants qui vivaient dans la maison étaient vraiment plus perturbateurs que les enfants qui ont été élevés par des parents seuls. Et ça, le constat, je n'ai pas encore pu trouver quelqu'un qui me démontre ça, donc je reste dessus en disant que certains enfants qu'on trouve sont des enfants qui sont vraiment, où les parents disent que leurs enfants sont aisés et aussi leur transmettent la valeur du bien et pas la valeur de l'amour. Merci. D'autres interventions concernant toujours les questions. On va rassembler toutes les questions afin de répondre. Juste un mot sur l'enfant roi. Effectivement, c'était très à la mode à un moment donné. L'enfant roi n'existe pas. Par contre, il existe des parents vulnérables ou fragiles. D'où viennent les parents? Ils ont manqué de beaucoup de choses, ils ont été frustrés, ils ont été gênés et ils ont voulu le meilleur pour leur enfant. Sous-entendu, tout ce que je n'ai pas eu, toutes les souffrances qui m'ont construite, mais enfin qui ont fait que je suis ce que je suis maintenant, je ne veux pas que tu les aies. Et les parents, dans un espèce d'élan d'amour considérable, ont nié la réalité des enfants, qui est le fait qu'eux-mêmes doivent se construire dans une réalité. Et ils ont tout donné, tout déversé. L'enfant s'est cru en situation de papauté ou de royauté, et on a construit les enfants rois, non pas parce que l'enfant lui-même avait un problème, mais parce que les parents, à travers les enfants, ont cherché à trouver des réponses à des situations qu'ils avaient vécues et qu'ils ne voulaient plus voir se reproduire. L'enfant, c'est un enfant. Il se construit avec des tiraillements, des dissensions, des choses positives, des choses négatives. Mais l'éducation, ça reprend ce que vous disiez, c'est un cheminement. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas, il y a une régulation.
Mais dès qu'on va tomber dans un extrême, enfant complètement délaissé ou enfant roi, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une névrose parentale. Il y a juste un petit par rapport à la dame là-bas. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Peut-être un point positif, c'est la vie qui soigne la vie. C'est le temps qui soigne les mots. Je prends mon cas. Quand je récupère un enfant chiré, fracturé, et des fois c'est grave, la thérapie va durer peut-être 3 mois, 4 mois, s'il accepte de jouer le jeu. Je ne me fais pas d'illusions, hein, c'est pas toi qui va le changer, hein, mais ça va créer la petite graine qui peut-être va germer et qui va lui permettre beaucoup plus tard à s'en sortir. On ne peut pas sortir quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir. Et comment on fait pour sortir quelqu'un? Un amour désintéressé. C'est-à-dire, j'attends rien de toi. J'attends rien, hein, mais je suis là pour lui. La première chose. La deuxième chose, je cherche des prises de conscience. Alors, une prise de conscience, c'est 2 choses. 1, c'est un déclic, quelque chose qui va le frapper dans n'importe quel domaine. Et 2, c'est ce qu'on appelle un insight, un éclair intérieur. Ah oui, ah vous avez peut-être raison. Ah vous n'avez pas pensé comme ça. Ah oui, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'imitait. Bref, il va faire une connexion. Une connexion, alors ça peut être avec Dieu, hein, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, le plus souvent, moi personnellement, je fais recours à Dieu. Quand je suis pris, on dit qu'un café. Voyons-t-il lumière, voyons-t-il lumière. Et troisième temps, on a besoin de la durée. On ne change pas quelqu'un, c'est pas un antibiotique, c'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est de la ténacité, c'est de la durabilité. On a besoin de beaucoup de temps pour changer quelqu'un. Et le plus souvent, lorsque vous changez quelqu'un, vous ne savez même pas que vous l'avez changé. Des fois, c'est par hasard. Et ça m'est arrivé récemment. 20 ans ou 30 ans plus tard, que vous apprenez qu'une vieille parole que vous avez dite à un moment donné. Et vous ne saviez même pas que vous l'avez dit à ce moment-là. C'est ce qui a déclenché chez l'enfant son évolution. Et par hasard, vous l'apprenez 20 ans plus tard. Je donne juste un exemple. Hein. J'étais directeur de l'IMP dans une de mes vies. Et on avait un gamin qui était fugueur. René Chappé, tout le monde sortait de son bureau en courant et on allait vers la route parce qu'on ne voulait pas qu'il traverse la route n'importe comment. Donc, il était fugueur. Un enfant emmerdant. Enfin, il y a 4-5 ans, je suis tranquillement à l'aéroport. Un mec, 1m80, me fout une tape sur le dos. Bip! Raphaël. Je me retourne, je regarde le gars. Rien, je ne vois pas, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je suis désolé, je suis gêné, je dis, etc. Je suis gêné. Et il me dit, mais comment tu te rappelles pas de moi? Et il me sort, tant de courir, faire courir. Et quand le gars me dit, tant, je dis, René? Il me dit, mais oui, monsieur Spironel, c'est René. Et il me présente son fils, devinez comment s'appelle son fils? Raphaël. J'aurais pas donné un copette sur cet enfant-là quand il nous a quittés à 14-15 ans. Voilà. Il est pompier à Paris, enfin dans le corps des pompiers à Paris. Il est fier, il est grand, il est honnête, il est super. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie d'émission. Le deuxième volet, la semaine prochaine. Et là, nous écouterons de nouveau, comme je le disais au début, nos intervenants, mais surtout les chrétiens et TKL qui ont planché sur les questions que leur ont posées le père Albert Blanchard, responsable de la commission diocésaine Justice et Paix, mais aussi des TKL, des questions sur la famille, à la lumière de l'évangile, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Donc, ne ratez surtout pas la prochaine émission, le volet numéro 2 de ce débat formidable qui a eu lieu